des différents panélistes a déjà été faite et il serait intéressant donc d'aller effectivement dans le vif du sujet. Euh, je vais laisser de prime abord Monsieur Pascal éventuellement faire une présentation rapide sur la Guinée équatoriale avant d'entrer dans les questions les différents axes qui vont mener notre séminaire. Voilà. Donc, Monsieur Pascal, deux, trois mots sur la Guinée équatoriale. Oui, bonjour à tous. Alors, vous m'écoutez? Oui, parfaitement. Ok, bon. Comme M. Obiang vient de dire tout à l'heure, je crois il connaît très bien la Guinée équatoriale comme moi parce qu'il était affecté ici à Malabo comme directeur général de EYS. Il connaît très bien le pays et un peu la situation de l'économie de notre pays. Je vais faire un petit résumé peut-être de 3-4 minutes. Après, je vais laisser la parole encore à M. Obiang. On vient on va aborder la question du régulateur de la COSUMAF, comment il peut aider au moins à la croissance économique de notre zone et particulièrement de la Guinée équatoriale, je crois. Il faut commencer à dire que la structure économique de notre pays, la Guinée équatoriale, c'est une force, comme vous le savez, une forte dépendance du secteur pétrolier. Comme tout le monde le sait, notre conjoncture économique est dépendante du secteur pétrolier. Et peut-être c'est ça qui pose la question. Et c'est ça peut-être qui les marchés financiers et les régulateurs qui est la COSUMAF peut devenir un acteur très important parce que notre problématique en Guinée équatoriale et peut-être la plupart des pays qui vont un secteur pétrolier fort, c'est la diversification de l'économie. Donc, comme vous pouvez constater, le secteur pétrolier apporte un 85% des revenus de notre budget. Ça veut dire que la dépendance est vraiment forte. Si on regarde les autres indicateurs, le secteur pétrolier représente un 45% au budget. Et comme je disais tantôt, 85% des recettes de notre budget vient du secteur pétrolier. Ça veut dire que le pays doit aller rapidement, si c'est possible, avec tous les gens, à une diversification économique. C'est là où le marché financier devient un acteur très important. Deux choses. La première chose, c'est que notre zone, de façon générale, et la Guinée équatoriale, de façon particulière, besoin une sensibilisation de qu'est-ce qui est un marché financier, qu'est-ce qui est le rôle des marchés financiers et comment les marchés financiers et son régulateur qui est la COSUMAF peut aider à cette diversification économique parce qu'ils ont besoin de ressources et surtout les sociétés, les banques qui accompagnent ou qui doivent accompagner cette diversification économique et doit faire une participation active au marché financier. Donc, voilà un peu résumé quel est le problème de la Guinée équatoriale, comment est-ce que la COSUMAF doit être un acteur important dans ce processus de la diversification économique et comment le marché financier peut aider à la Guinée équatoriale pour arriver à une croissance économique. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais donner la parole au modérateur, M. Obiang.
Et on va continuer à discuter pour la question de, de comment la COSUMAF peut intervenir au développement de la croissance économique de la Guinée équatoriale. Merci. D'accord. Merci, M. Pascal. Effectivement, comme vous le disiez, la Guinée était d'abord une économie essentiellement agricole avant effectivement le boom pétrolier. Et maintenant, effectivement, l'idée, la nouvelle trajectoire qui a été entreprise, et même quand on regarde les 2, 3 dernières lois des finances, est de trouver des solutions alternatives pour sortir effectivement de la principale dépendance pétrolière. Et en cela, des initiatives il y a effectivement des possibilités en termes dans le secteur financier. Donc, j'entends bien marché monétaire et marché boursier. Et c'est à ce titre-là que la COSUMAF peut apporter son expertise pour aider les autorités locales à mieux dynamiser l'économie via le secteur financier. Donc, en termes d'opportunités, peut-être que la question qu'on peut se poser ici, et c'est une question que je pourrais poser euh, à Madame Gambi, ce serait de savoir effectivement au niveau de la Guinée comment se structure le secteur financier et quels sont les principaux acteurs, les acteurs actuellement dans le pays. Madame Gambi. Merci, Monsieur Obian. Bonjour à tous les panélistes et à l'audience. Merci à la COSUMAF d'avoir organisé ce webinaire qui est le premier du genre pour la Guinée équatoriale, comme l'a dit Monsieur le modérateur. Alors, en termes d'opportunités et déjà de présentation du secteur financier de la Guinée équatoriale, je pense que le premier panéliste l'a bien évoqué. La Guinée équatoriale aujourd'hui est une économie qui est très dépendante du secteur pétrolier et il y a un fort besoin de diversification de l'économie. Quand on parle de diversification, dans son plan de développement, la Guinée équatoriale a mis en avant un certain nombre d'initiatives qu'elle voudrait prendre, notamment en termes d'inclusion financière, en termes d'infrastructures, d'industrialisation. Tout ça, ce sont des projets en fait qui demandent des ressources longues. Et aujourd'hui, quand on regarde le secteur financier de la Guinée équatoriale, on se rend compte qu'il est en partie, ou du moins, il est composé uniquement de 5 banques et que ces banques, sur les 5 banques, il n'y a que 2 qui disposent de fonds propres suffisants pour justement pouvoir prêter de l'argent, on va dire ça comme ça, à l'État pour financer une partie de ces projets. Donc, très clairement, les banques en Guinée équatoriale souffrent d'illiquidité et de manque de fonds pour pouvoir financer les projets de développement de la Guinée équatoriale. Ce n'est pas uniquement le cas de la Guinée équatoriale, c'est le cas de toute l'Afrique centrale, parce que les banques, elles ont des ressources assez courtes. 75% de leur épargne, c'est de l'épargne à vue, et elles ne peuvent très clairement pas financer des projets de développement. D'où l'importance du marché financier par son essence qui a pour rôle d'aller chercher ces ressources longues-là pour financer le développement. Aujourd'hui, on se rend compte que la Guinée équatoriale n'a pas recours de manière récurrente au marché financier. Et lorsqu'elle le fait, c'est en général toujours sur des maturités de court terme. Mais le marché financier recèle en fait de plusieurs types d'instruments qui sont dédiés justement à l'épargne, à collecter de l'épargne longue pour financer des projets de développement. Donc, on se rend compte que le marché financier a connu une mutation assez profonde depuis 2019. Aujourd'hui, en fait, quand on parle du marché monétaire, les États ont pu mobiliser plus de 5 000 milliards dans des levées de fonds destinés au trésor public. On se rend compte que la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale aujourd'hui a des encours de plus de 1 000 milliards, mais la Guinée équatoriale est très peu active sur ces différents marchés. Donc, c'est déjà là une porte pour la Guinée équatoriale afin de lever des financements pour développer son économie. Par ailleurs, et je vais me focaliser sur la gestion d'actifs parce que je suis gestionnaire d'actifs, le marché de la gestion d'actifs, de la gestion collective est relativement récent en zone CEMAC, mais je pense que le régulateur qui est la COSUMAF a tenu à le mettre en place, à le structurer parce que c'est réellement le point de rencontre entre l'offre et la demande.
en termes de financement et surtout à long terme. Aujourd'hui, notre marché de la gestion d'actifs comprend 15 sociétés de gestion qui sont basées au Gabon, au Congo et au Cameroun. Malheureusement, il n'y en a pas encore en Guinée équatoriale, mais nous disposons d'agréments régionaux qui nous permettent d'intervenir sur tous les marchés de la CEMAC, y compris la Guinée équatoriale. Les gestionnaires d'actifs, aujourd'hui, il y en a deux catégories. Il y a les gestionnaires d'organismes de placement collectif en valeur mobilière, c'est-à-dire qu'on va chercher l'épargne auprès des particuliers, des institutionnels et de tout type d'entreprise que l'on met à la disposition des demandeurs de capitaux que sont l'État et le secteur privé via des véhicules qui nous permettent en fait d'investir sur plusieurs types de produits financiers, que ce soit les actions, les obligations et autres. Donc, aujourd'hui, donc, on a 14 sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeur mobilière sur le marché et une société de gestion d'organismes de placement collectif immobilier. Je tiens à préciser que les différents produits et instruments que nous pouvons créer dans le cadre de la gestion collective sont nombreux. Ils ont des avantages très intéressants. Je voudrais en citer quelques-uns pour que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui sachent que le régulateur a mis en place un cadre pour pouvoir utiliser ce type d'instrument et qui devrait servir efficacement à développer nos économies. Je prends par exemple le cas des organismes de placement, pardon, les organismes de capital investissement. Là, ici, on va dans le public, on lève les fonds au niveau des particuliers, des institutionnels, comme j'ai dit tantôt, et on peut investir directement dans des sociétés, des PME, des sociétés parapubliques, etc., leur donner les financements nécessaires pour pouvoir se développer et contribuer à la croissance économique du pays, créer des emplois, créer de la valeur ajoutée. Il y a également aujourd'hui ce qu'on appelle des organismes de placement, des organismes professionnels d'investissement à long terme. Ça nous permet en fait d'investir directement dans des projets d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on lève des fonds au niveau des investisseurs, autres que les banques, hein, parce qu'on sait que les banques sont limitées par leur ratio prudentiel et ne peuvent pas techniquement faire des prêts à très long terme ou alors des investissements à long terme. Mais avec ces fonds-là, on peut directement aller voir en Guinée équatoriale le projet, par exemple, de construction d'un port en eau profonde, le projet de construction d'un aéroport, et on injecte directement ces fonds dans ce type de projet, sachant que ces fonds sont des fonds à long terme, c'est-à-dire que le remboursement peut s'étaler sur 10, 15, 20 ans, et l'État a le temps justement de voir son investissement produire des fruits, générer des revenus et également stabiliser son économie. Donc, je vais m'arrêter là pour les différents instruments financiers disponibles sur le marché, mais je me suis focalisée uniquement sur la gestion collective, sachant que le marché financier a deux types d'intermédiaires principaux, que sont les sociétés de bourse et les sociétés de gestion. Moi, je me suis focalisée sur la partie société de gestion qui fait vraiment le pont entre l'épargne et les demandeurs de capitaux que sont les États ou alors le secteur privé. D'accord, merci Madame Gombi. Et donc, pour rester effectivement sur ce point, vous dites, vous êtes focalisé sur les sociétés de gestion. Peut-être qu'on va donner la parole effectivement à Monsieur Ernest Pour pour réagir notamment sur les secteurs de bourse et effectivement éventuellement compléter sur le secteur financier et ses principaux acteurs en Guinée équatoriale. La question aussi que je poserai simultanément à tous les deux, ce serait de savoir ici, quels sont les facteurs bloquants, justement, de votre point de vue, pour les facteurs bloquants qui limiteraient, si vous voulez, l'effectivité d'entités en Guinée équatoriale sur le développement de ce type d'activité? Parce que, comme vous dites, visiblement, il n'y en a pas ou pas assez. Donc, je vais d'abord laisser la parole à M. Nespo, s'il veut compléter le point sur les instruments sur le secteur financier et les sociétés de bourse, avant éventuellement de répondre à ce point, l'un ou l'autre. Monsieur Mpo? Merci, M. Obiang. Bonjour à tout le monde, bonjour aux copanélistes et à l'assistance qui nous écoute.
Donc, effectivement, on va dire, pour compléter le propos de Madame Gambi, donc sur les instruments financiers disponibles sur le marché de Guinée équatoriale. Donc, je commencerai par dire, comme elle l'a dit au départ, qu'effectivement, il y a aujourd'hui 5 banques qui sont présentes sur le territoire équato-guinéen, qui proposent bien évidemment des instruments classiques que nous connaissons tous, à savoir des comptes d'épargne, des dépôts à terme, des bons de caisse, etc. À côté de ça, aujourd'hui, le développement du marché financier relativement conséquent que nous avons pu observer ces dernières années, et surtout son caractère unifié, permet en réalité à tous les citoyens de la CEMAC aujourd'hui, donc d'avoir accès à un plus ou moins large panier de titres financiers, que ce soit en actions ou en obligations. Et donc, sur la partie action, aujourd'hui, effectivement, un citoyen équato-guinéen donc, a accès via les sociétés de bourse au compartiment action de la BVMAC, donc de pouvoir devenir en fait propriétaire et actionnaire d'un ensemble d'entreprises. Donc, aujourd'hui, il y en a 6, dont une équato-guinéenne, qui est donc la BANRE, la Banque nationale des Guinéens équatoriales, qui est cotée aujourd'hui à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale et qui est la première entreprise équato-guinéenne à avoir sauté le pas, ce qui, bien sûr, nous ravit. À côté de ça, les investisseurs peuvent avoir également accès au compartiment obligataire, donc sur lequel sont cotés un ensemble de dettes, notamment souveraines, donc des obligations de différents États, que sont le Cameroun, le Gabon, le Congo, d'autres institutions supranationales comme la Banque de développement des États d'Afrique centrale, une entreprise privée comme Alios, par exemple. Et comme le disait la consoeur en début de propos, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'État de Guinée équatoriale n'a pas d'encours de dette obligataire au niveau de la BVMAC. Et donc, c'est une opportunité que je pense que cet État-là devrait saisir pour venir lever effectivement des capitaux longs, ce d'autant plus que lorsqu'on regarde même également sur le plan macroéconomique, le ratio d'endettement de la Guinée équatoriale reste relativement modéré, à 40% à peu près du PIB. Donc, c'est signe que en fait, cet État dispose de marge de manœuvre encore importante pour s'endetter en vue de financer notamment ses projets de développement. Et quoi de mieux que d'aller chercher justement l'épargne auprès de sa population pour pouvoir justement leur permettre à tous de contribuer à l'effort collectif de développement. Donc, pour résumer, à travers les sociétés de bourse, les investisseurs de Guinée équatoriale ont accès aux actions cotées donc sur le compartiment action de la BVMAC et aux obligations, sachant que la consoeur a déjà évoqué tous les produits de gestion collective qui sont également offerts par les sociétés de gestion au cas où l'investisseur ne souhaiterait pas assurer directement, on va dire lui-même, la gestion de son portefeuille de placement financier. Il peut effectivement confier cela à une société de gestion de portefeuille. C'est idéal pour les investisseurs qui démarrent sur le marché et ceux qui ont un peu plus de bouteilles, un peu plus de maturité peuvent effectivement donc se tourner directement vers des sociétés de bourse pour acheter des produits financiers en direct. S'agissant de la question des barrières, aujourd'hui, je dirais que a priori, en tout cas pour moi, il n'y a pas de barrière en soi qui justifierait le faible développement, on va dire, du secteur de l'intermédiation financière, si je peux l'appeler ainsi, donc société de bourse et société de gestion. Si ce n'est peut-être, et là je donne un point de vue très personnel, peut-être que les acteurs se butent un peu on va dire, à la barrière de la langue. Oui, effectivement, comme on l'a dit au départ, nous sommes majoritairement dans des pays francophones et la Guinée équatoriale est on va dire, le seul pays hispanophone de la zone. Mais pour moi, ce n'est pas une barrière en soi. C'est peut-être plus une barrière psychologique qui fait que les personnes ont peut-être un peu peur. Mais je pense que c'est une barrière que nous devons collectivement faire sauter.
pour aller davantage offrir nos services dans ce pays-là. Et sachant qu'aujourd'hui, il y a un acteur qui a un bureau de représentation en Guinée équatoriale, c'est l'Arché Capital, donc qui est une société de bourse congolaise qui est présente en Guinée équatoriale sur la base d'un bureau de représentation, et également Banré, donc la Banque nationale de Guinée équatoriale, qui dispose d'une société de bourse, donc Banré Sociedad de Valores, présente également sur le territoire équato-guinéen. Donc, on ne part pas de zéro, mais il est effectivement clair que plus d'efforts sont à faire afin de couvrir davantage ce territoire. Donc, voilà ce que je pourrais dire pour ma part sur les différents sujets. D'accord, merci Monsieur Ernest. Donc, effectivement, beaucoup plus de vulgarisation parce que la Guinée présente plusieurs atouts. Et en ce sens, en parlant des atouts de la Guinée, je crois que M. Salvador Mangué, le secrétaire général de la COSUMAF, nous a rejoint. Je, je ne sais pas s'il voudrait rajouter un point sur les atouts de la Guinée. Monsieur Salvador? Bon, en attendant, Monsieur Pascal, est-ce que vous voudriez dire quelques mots effectivement sur les atouts que peut présenter la Guinée? S'il vous plaît, je n'ai pas très bien écouté parce que la commission, je ne sais pas si c'est la commission, le Zoom ne marchait pas bien dans certains moments. Si vous pourrez, s'il vous plaît, me répéter la question. Non, alors, Monsieur Ernest, effectivement, était en train d'insister sur le fait que la Guinée présente beaucoup d'atouts de par sa santé financière, parce qu'effectivement, son niveau d'encours est plutôt raisonnable, et par rapport au fait que, aussi bien en termes d'épargne et de dépôt à terme, bien qu'on n'ait pas effectivement évoqué la question des chiffres ici, on pouvait raisonnablement penser que la Guinée équatoriale pourrait insister sur le développement de ses activités par les marchés financiers. Donc, le bémol étant effectivement peut-être le point sur la vulgarisation, qu'il y ait d'une certaine manière une vulgarisation plus importante pour que les populations puissent mieux s'imprégner des outils financiers qui sont mis à disposition. Et la question qu'on peut se poser ici, c'est est-ce que la COSUMAF en interne a déjà mis en place un plan de développement spécifique au niveau de la Guinée pour prendre en compte, par exemple, la barrière de la langue et donc pour mieux vulgariser les outils qui sont mis en place. Oui, bonjour. Même je ne sais pas si M. Salvador est déjà connecté. Je vais parler un peu de ce qui est la stratégie de vulgarisation de la COSUMAF, non? Comme vous le disiez tantôt, je pense que la COSUMAF a déjà, ça fait longtemps, une stratégie de vulgarisation de l'activité des marchés financiers et des régulateurs au niveau de notre zone de l'Afrique centrale. Peut-être le problème ici peut se poser, comme mon prédécesseur a dit, de la barrière de la langue. Même s'il ne voulait pas parler de la langue comme barrière, mais il faut accepter qu'il y a une barrière de la langue. Parce que quand on parle maintenant de l'Afrique centrale, moi je dis toujours que dans notre régularisation de la CEMAF, il y a 4 langues. Il y a 4 langues officielles, le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Et quand on voyait sur le plantel réel, c'est seulement le français. C'est ça qui fait que, suivant quand une société de n'importe quel pays de la CEMAC vient en Guinée équatoriale et les gens ne parlent pas l'espagnol, c'est trouve une difficulté d'envoyer un message fort. Parce qu'il faut savoir que même si en Guinée équatoriale, nous, ici, on disons que la deuxième langue officielle, c'est le français, mais la réalité, c'est différent. Vous-même, vous êtes ici en Guinée équatoriale, c'est pas tout le monde qui parle le français. Surtout ici à Malabo, les gens parlent
plus l'anglais que le français, à part l'espagnol. Donc, c'est une autre réalité différente. Et les sociétés de notre zone ne font pas ce petit effort au moins de chercher une traduction quand on vit en Guinée équatoriale. Ça peut être une difficulté puisque les messages arrivent au fond de la population. Mais c'est vrai aussi, c'est vrai que la société a déjà une stratégie. Je pense qu'en 2015 ou 2016, et l'année passée, je crois, ils ont fait un forum ici en Guinée équatoriale pour animer un peu le marché financier, pour sensibiliser les acteurs. Mais c'est pas vraiment suffisant. Il faut continuer ce sens. Il faut. Ici, comme il parlait, mon président parlait de la dette de l'État et la Guinée équatoriale. Heureusement, je suis un ancien directeur général de la Caisse autonome et de la dette publique ici en Guinée équatoriale. Et c'est vrai ce qu'il a dit, que la dette ici, c'est par rapport à des autres pays, peut-être la plus bas de la zone. La plus bas, maintenant, nous sommes à 38%. 38% des pays. Mais mon problème ou mon question, peut-être, c'est la responsabilité que le marché financier donne aux États. C'est vrai que les États de la zone doivent animer au marché financier, mais je pense qu'il faut aller au secteur privé, le secteur bancaire, le secteur des assurances et tout, par exemple, le secteur de la construction. Et ça, pour arriver à ce secteur, les autres secteurs, à ce secteur privé qui peut être clé dans le marché financier de notre zone, il faut avoir une stratégie peut-être agressive, peut-être je peux dire agressive, de sensibilisation des acteurs. Moi, je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. Bon, je vais m'arrêter là. Si M. Mangue Salvador Andy, je pense qu'il peut compléter, mais je vais m'arrêter là. Et je pense que la sensibilisation est vraiment importante, pour résumer. Et je pense que tous les acteurs du marché financier, de notre marché financier, doivent supérer la barrière de la langue pour arriver au fond de la population de la Guinée équatoriale. Il faut essayer vraiment de lancer un message en espagnol. Parce que sinon, ça n'arrive pas. Merci. D'accord. Donc, merci, M. Pascal. Donc, je crois que monsieur Mangué a toujours des problèmes de connexion. Mais bon, il n'hésitera pas à intervenir si ces problèmes sont réglés. Oui, Bonjour, monsieur bonjour. Onubien. Oui, bonjour. Je Bonjour. suis à Brazzaville, comme vous le savez, et à part la ligne qui me crée un problème, là, c'est l'Internet qui aussi, de temps en temps, il va, je me suis connecté et c'est parti. Je viens de me reconnecter à nouveau. C'est vraiment d'abord présenter mes excuses pour le retard de connexion et j'essaierai de participer le plus que je peux tant que la connexion me le permettra. Merci beaucoup. D'accord. Bah, ravi que vous ayez pu joindre la réunion, Monsieur Salvador. Effectivement, on a tous quelques soucis avec la connexion. Qu'à cela ne tienne, effectivement, nous avions déjà avancé. Nous avions déjà évoqué effectivement comment se structurait le secteur financier en Guinée équatoriale. Vous pourrez, au besoin, si vous souhaitez apporter des commentaires additionnels. On a aussi d'abord évoqué de prime abord comment se portait l'économie équato-guinéenne à l'heure actuelle. Après, on a regardé comment elle se structurait et on a évoqué le fait que au-delà de sa structuration, la Guinée, il fallait insister sur la vulgarisation des outils financiers mis à disposition en Guinée. D'abord parce que effectivement, l'état d'endettement de la Guinée au niveau des marchés financiers de la BVMAC n'est pas très significatif. Il est plutôt raisonnable, mais aussi parce que la Guinée présentait des atouts en termes de structure, d'infrastructures disponibles, en termes de stabilité économique, pour pouvoir encourager les uns et les autres à utiliser le biais des marchés financiers pour la dynamique de croissance du pays.
Donc, comme ça, résumé comme ça, est-ce que vous avez des commentaires éventuels sur ce point avant on ne poursuive les échanges? Je rappelle que dans quelques minutes, je vais regarder s'il y a des questions qui sont posées et éventuellement, je pourrais vous partager les questions qui sont posées par l'auditoire. Donc, Monsieur Mangué, est-ce que vous avez vous souhaitez rajouter des commentaires par rapport à la structure du marché financier en Guinée et ses principaux acteurs et instruments? Bon, comme pour ne pas faire le va-et-vient, ce que je pourrais rajouter, je le mettrai plutôt un peu plus loin dans une espèce de résumé d'une présentation que d'ailleurs aux auditeurs, que je vais intervenir en français et en espagnol. Comme nous avons une grande partie des acteurs qui sont des acteurs de l'économie équatoriale qui parlent rien que l'espagnol, donc je ferai une petite intervention en espagnol un peu plus loin. Pour le moment, nous allons continuer dans le débat et on verra s'il y a des questions à répondre en espagnol ou en français. Mais nous pouvons poursuivre les débats en français et là où nous en sommes. J'essaierai de noter par la suite là où je pourrais intervenir. Mais pour le moment, venir intervenir ce qui a déjà été dit, ça serait ça peut perturber un tout petit peu. Donc, procédons dans les échanges. Merci. D'accord. Alors, je vois qu'il y a M. Jean-Claude Mbila qui a levé la main. Non, pas du tout. C'était une erreur de manipulation. Je ne dois pas intervenir. D'accord, pas de problème. Alors, pour rentrer maintenant un peu dans les chiffres, je vais revenir avec d'abord Madame Ngombi. Juste pour poser la question, lorsqu'on parle de l'épargne publique et institutionnelle en Guinée équatoriale, est-ce que nous aurions les chiffres pour savoir ce qu'elle représenterait et justement renchérir sur ce point pour dire en quoi concrètement cette épargne publique peut être utile pour le marché financier. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des éléments, des chiffres à nous partager, Madame Gombi, sur ce point-là. Merci, Monsieur Obiang, pour la question. Tout d'abord, en termes de chiffres, je vais dire les chiffres qui concernent la sous-région. Comme je disais, la Guinée équatoriale fait partie d'une union économique et monétaire et doit pouvoir avoir accès à ces fonds-là qui sont disponibles de par l'Afrique centrale. Pourquoi l'épargne publique ou l'épargne institutionnelle est importante? Tout simplement, comme je l'ai dit tantôt, c'est que aujourd'hui, l'épargne qui se trouve au niveau du système bancaire est une épargne à vue à 75% et ce qui est orienté projet à court terme. Donc, c'est un peu difficile d'utiliser ces fonds pour des projets de développement. Donc aujourd'hui, en fait, en termes d'épargne institutionnelle, déjà, qu'est-ce que l'épargne institutionnelle? Ça inclut l'épargne, par exemple, des compagnies d'assurance, ça inclut l'épargne qui se trouve au niveau des organismes de prévoyance sociale et également, dans une moindre mesure, l'épargne qui se trouve au niveau des banques. Il y a un potentiel, en fait, qui est inexploité à ce jour. Au niveau, par exemple, des compagnies d'assurance, on estime à peu près 350 milliards de francs CFA. L'épargne qui est collectée par les compagnies d'assurance vie et non-vie et qui n'est pas redirigée vers le marché financier pour un certain nombre de raisons. On avance souvent le manque d'informations sur les produits disponibles sur le marché financier, le manque de compréhension de ces produits. De même, au niveau des organismes de prévoyance sociale, donc tout ce qui est CNPS, aujourd'hui, c'est estimé à presque 700 milliards d'épargne disponibles, inexploitées par le marché financier. Ensuite, quand on regarde les institutions financières, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'épargne qui se trouve, c'est une épargne qui est à vue. Cependant, on estime à peu près 1650 milliards cette épargne disponible qui n'est pas exploitée par le marché financier. Et aujourd'hui, quand on inclut tout ce qui est établissement de paiement, donc le mobile money, qui représente également une niche assez importante de mobilisation de l'épargne,
On est à peu près à 3 000 milliards d'épargne disponibles non exploitées par le marché financier. Pour ce qui est de l'épargne des particuliers, l'épargne des particuliers, il y a l'épargne qui est formelle et l'épargne qui est informelle. L'épargne qui est formelle, c'est celle qui se trouve justement au niveau des banques et des établissements de microfinance. Et comme je disais tantôt, il y a l'épargne à vue et il y a tout ce qui est compte d'épargne, compte à terme, qui représente l'épargne du moins l'épargne que pourraient éventuellement utiliser les marchés financiers parce que c'est cette épargne-là qui est moyen et long terme. Donc, aujourd'hui, les comptes à vue dans la zone CEMAC ont un encours de 11 200 milliards de francs CFA, 75% de l'épargne totale, et les comptes à terme, 2 800 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez toute déjà l'ampleur des fonds que l'on peut retrouver dans le système formel et qui pourraient éventuellement servir à financer nos économies. Maintenant, il y a l'épargne informelle, cette épargne-là qu'on n'arrive pas encore à évaluer, qui, lorsqu'on regarde le taux de bancarisation qui est à peu près à 22% aujourd'hui, devrait représenter un peu plus de 75% de l'épargne qui se trouve dans le marché de la zone CEMAC. Donc, bon à mal à, si on essaie d'évaluer comme ça à pied levé sans inclure l'épargne informelle, on est à plus de 5 000 milliards disponibles sur le marché. Ça, c'est ce qu'on peut évaluer, qui pourraient être redirigés vers les marchés financiers. Ceci étant dit, comment mieux mobiliser cette épargne-là qui se trouve sur le marché, vers le marché financier et vers le financement de nos économies. Déjà, on parle de diversification de l'offre, mais comme je le disais tantôt, je pense que les régulateurs ont fait le travail qu'ils devaient faire. Ils ont mis en place les textes pour valider la création de nouveaux produits, de nouveaux instruments financiers qui, justement, sont des leviers pour le développement de nos États. À nous maintenant, en tant qu'acteurs, de pouvoir créer ces produits, également d'aller chercher les besoins de nos économies et créer des produits adaptés pour répondre à leurs besoins de financement. Et on parle également d'amélioration de la liquidité parce qu'on a très souvent dit que le marché boursier était illiquide, mais je pense que là aussi, le régulateur a fait ce qu'il fallait en mettant en place un certain nombre de mécanismes, en créant un certain nombre de nouveaux acteurs tels que les sociétés de gestion, qui devraient notamment gérer tout ce qui est problème de liquidité sur le marché financier. Pour mieux mobiliser l'épargne, il faut également instaurer un climat de confiance chez les investisseurs. Tout à l'heure, on se demandait pourquoi est-ce que la Guinée équatoriale, la République de Guinée équatoriale n'a pas suffisamment accès ou du moins ne sollicite pas suffisamment le marché financier. Je pense qu'il faut déjà que le marché financier reflète une image de confiance et que les émetteurs et les investisseurs puissent justement trouver au marché financier cette utilité d'outils de financement. Et pour ce faire, je pense que pour ce qui est de la République de Guinée équatoriale, par exemple, il faudrait pouvoir mettre en place des produits qui ont une forte crédibilité, avec tous les mécanismes de remboursement qui sont derrière, tous les mécanismes de protection des investisseurs qui sont derrière. Il faudrait également promouvoir la transparence, en ce sens que créer ces produits-là demande qu'on puisse avoir une lisibilité, une visibilité sur la capacité des émetteurs à rembourser leur crédit, leur crédibilité, que ce soit des émetteurs privés ou l'État. Donc, c'est de pouvoir, par exemple, se faire noter pour améliorer ce climat de confiance et permettre justement à ces émetteurs-là de se financer à moindre coût sur le marché financier. Il y a bien entendu, et on l'a dit plusieurs fois, la sensibilisation des programmes d'éducation financière. J'ai lu dans un rapport de la Banque africaine de développement que la République de Guinée équatoriale voudrait effectivement se tourner vers des instruments innovants pour financer son plan de développement 2020-2035. On évoquait éventuellement l'accès au financement vert, les obligations vertes, et il était écrit dans le rapport que ce n'était pas encore disponible sur notre marché. Ce qui n'est pas totalement vrai parce qu'il y a déjà eu une émission d'obligations vertes pour une société gabonaise et qui a levé 20 milliards
Et les 20 milliards, les 100% de ces 20 milliards ont été levés auprès des fonds communs de placement, c'est-à-dire des sociétés de gestion. Donc, il est tout à fait possible également pour la République de Guinée équatoriale de lever des financements verts sur le marché financier. On parlait également de capital risque, que ce n'était pas encore disponible sur notre marché, mais ça l'est. Je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, il y a des organismes d'investissement en capital risque qui sont désormais prévus par la réglementation et peuvent être agréés par le régulateur. D'ailleurs, je pense que il y en a quelques-unes qui vont, si ce n'est pas déjà fait, demander leur agrément à la COJUMAF. De toutes les façons, ce sont des sociétés qui existent en Afrique centrale, qui lèvent des fonds et qui financent l'économie, qui financent le secteur privé, les PME, l'entrepreneuriat, etc. Donc, aussi, il faudrait pouvoir adapter les produits et en vue d'accroître l'inclusion financière. Comme on l'a dit, il y a eu toute une épargne informelle qui se trouve dans les zones rurales, dans des zones enclavées et qu'on devrait pouvoir drainer. Et en général, ce sont des zones où l'accès aux services bancaires est très réduit. Et ici, on devrait pouvoir capitaliser sur les institutions de microfinance, sur le mobile money, pour pouvoir justement, et tout ce qui est digital, pour pouvoir drainer cette épargne-là et la mettre au profit de nos économies. Et donc, comme j'ai parlé du mobile money, aujourd'hui, je ne sais pas si la réglementation a évolué, mais en Afrique de l'Ouest, par exemple, il est permis aux sociétés de mobile money d'investir, je crois, 25% de leurs fonds de cantonnement sur les marchés financiers. Donc, si ce n'est pas déjà le cas en Afrique centrale, je pense que les discussions sont en cours entre les différents régulateurs pour faire évoluer la chose parce que, comme je disais tantôt, ce sont nos relais en termes d'inclusion financière et qui arrivent à drainer une épargne assez importante. Donc, il faudrait qu'on puisse justement profiter de leur puissance pour drainer cette épargne-là. Donc, voilà un peu résumé, c'est quoi l'épargne publique ou l'épargne institutionnelle et comment mieux la mobiliser au service du marché financier. Merci, Madame Noël. C'est vrai que les chiffres que vous donnez donnent un peu le tournis et on se dit, on est même tenté d'y aller, non pas demain, mais de suite sur le marché financier. Effectivement, vous évoquez la question sur les pistes de financement alternatifs, Blue Bond, Green Bond, et notamment le Green Bond qui s'est déroulé récemment au Gabon. Et on en revient toujours, je me mets dans la place du webinariste qui écoute qui prend toutes ces informations et qui se repose alors la question, qui voudrait faire le lien ici et se poserait la question, pourquoi, encore une fois, hein, pourquoi, au-delà du fait de la vulgarisation, l'absence peut-être de la langue, pourquoi en Guinée il n'y a pas encore ce type d'initiative de manière plus exacerbée? Y a-t-il, par exemple, je vais poser la question à M. Ernest, y a-t-il, par exemple, des études qui ont été faites sur les potentialités du marché financier par rapport aux réalités pratiques guinéennes? Et je vais faire une boutade d'études en espagnol, par exemple. Est-ce que vous en avez connaissance? Est-ce que M. Pascal aussi ou M. Salvador peuvent compléter? Est-ce qu'il y a des études pratiques qui ont été faites sur les potentialités du marché financier, eu égard à l'épargne, eu égard aux infrastructures, voilà, aux attraits, aux attractions que présente le pays? Merci, monsieur le modérateur. Peut-être en termes de chiffres, j'apporterai juste un petit complément par rapport à ce que Mme Gambi vient de dire. Pour avoir échangé donc très récemment, on va dire sur différents sujets avec les acteurs de Mobile Money, donc pour compléter, le niveau de transaction mensuel qui s'effectue par les comptes de monnaie électronique, donc via les opérateurs de téléphonie, est estimé à peu près à 1200 milliards par mois. Donc, ce qui représente un vivier colossal pour vraiment développer tout ce qui est inclusion financière, et c'est du cash aujourd'hui qui pourrait être drivé davantage vers le marché financier. À nous juste de savoir trouver, on va dire, l'agilité et l'ingéniosité pour aller capter ces flux-là et les orienter vers le marché financier. S'agissant des études, alors,
je vais parler pour moi, hein. À ma connaissance, je n'ai pas vu passer d'études spécifiques sur la Guinée équatoriale, ce qui est d'ailleurs le cas de plusieurs pays. Il faut dire que généralement, des études auxquelles nous participons, nous avons encore participé récemment à l'une d'entre elles, menée par un cabinet marocain notamment, traite souvent du sujet sur le plan communautaire. L'étude, effectivement, se posait la question de savoir comment driver davantage l'épargne de la CEMAC vers le marché financier. Donc, l'approche est souvent globale au niveau zone CEMAC et pas souvent spécifique pays par pays. En tout cas, pour les études auxquelles moi j'ai pu participer ou alors que j'ai pu lire. Donc, effectivement, c'est une piste qu'il serait peut-être pertinent d'évoquer. Nous sommes certes une zone communautaire qui est censée, on va dire, fonctionner sur la base d'une communauté de destin, mais cela n'enlève rien au fait que chaque pays, au final, a ses réalités, a ses particularités, et que peut-être, effectivement, en plus des études et des papiers qui sont travaillés au niveau de la communauté, il faudrait peut-être descendre davantage au niveau de chaque pays pour mieux cerner les particularités et avoir des études et des plans d'action peut-être un peu plus spécifiques par rapport à chaque environnement. Mais comme je le disais pour l'instant, de ce que moi j'ai vu, nous sommes beaucoup plus sur des études communautaires avec des plans d'action qui sont validés au niveau de la communauté pour diriger davantage l'épargne, notamment informelle, vers le marché financier. D'accord. Merci, Monsieur Ernest. Monsieur Salvador, est-ce que vous avez un point peut-être sur lequel vous souhaitez compléter par rapport aux études? La COSUMAF, en tant qu'organe régulateur, dispose effectivement d'un nombre significatif d'informations. Et la question qu'on se pose effectivement est de savoir est-ce qu'il y a eu des études ciblées par pays pour comprendre effectivement le manque d'engouement dans l'utilisation de ces différents outils. Y a-t-il des études qui sont faites ou qui ont été faites au niveau de la COSUMAF qu'effectivement l'auditoire pourrait effectivement prendre possession? Allô, Monsieur Salvador? Bon, je crains que Monsieur Salvador ait encore un souci au niveau de la connexion. Je ne sais pas, Monsieur Pascal, est-ce que vous avez, en tant que commissaire, est-ce que vous avez connaissance euh, d'études ou de données en ce sens? Oui, bonsoir. Vraiment, comme mon professeur disait tantôt, je n'ai pas encore vu des études particulières par pays. Ce qu'il y en a, c'est l'étude au niveau de la CEMAC de 6 pays et le potentiel de la CEMAC, mais je n'ai pas vu une étude qui précise le potentiel et des caractéristiques du marché, qui peut avoir le marché financier par pays. Ça, là, à mon niveau, je ne l'ai pas vu. D'accord. D'accord, merci parce que bon, c'était juste une piste, hein. On a évoqué la vulgarisation, on a évoqué les instruments. Madame Gombi parlait des mécanismes de sûreté et la volonté d'insérer un climat de confiance. Je pense aussi qu'effectivement, que les gens puissent disposer de données statistiques qui montreraient comment mieux renforcer les choses serait également une initiative louable. Je note aussi les 1200 milliards de transactions mensuelles en termes de mobile money évoquées par M. Pour. C'est très significatif de mon point de vue. Alors, comme nous avons déjà fait 1 heure, je me permets avec vous de regarder 2, 3 commentaires. Je vois Mme Augustine Gabriela qui évoque le taux de bancarisation est faible en Guinée, l'éducation financière est l'une des solutions d'aucuns ne connaissent ou ne trouvent pas la nécessité de s'affilier à une banque.
Donc, il y a ce point-là, et donc, ce qui serait l'une des solutions pour remédier à cette situation. Et aussi, elle suggérerait de voir les modèles économiques appliqués. Par rapport au taux de bancarisation, est-ce que vous avez, Monsieur Pascal, le chiffrage du taux de bancarisation actuel au niveau de la Guinée? Avec moi tout à l'heure, là, non, mais je peux le trouver. Mais je pense que la personne qui a fait la question a bien fait la question. Le taux de bancarisation en Guinée est bas, mais ce n'est pas seulement une question de la Guinée équatoriale, c'est une question de toute la sous-région. Et le taux de bancarisation dans notre sous-région de la CEMAC est bas par rapport, par exemple, à la EMOA ou des autres zones économiques. Mais je pense, comme les autres viennent de dire, il faut travailler sur ça. Il faut bien travailler sur ça. Mais je crois on avait déjà évoqué les problèmes de la Guinée équatoriale. Surtout, il faut arriver aux populations, il faut avoir une éducation financière aussi, pour que les gens savent. Il y a, il y a beaucoup de gens ici en Guinée que si tu leur poses la question maintenant, qu'est-ce qui est la consommation, il ne peut pas te donner une réponse. Il ne connaît pas qu'est-ce qui est la consommation et qu'est-ce qui est la consommation dans la sous-région. Si tu leur poses la question de s'il y a un marché financier dans notre sous-région, il ne peut pas te donner une réponse. Ça veut dire qu'il faut aller vers les champs qu'on avait déjà commencé. Il faut éduquer aux gens, il faut sensibiliser aux gens. Et c'est pour cela que je parlais de la barrière de la langue, de la barrière de la langue. Parce que quelqu'un peut arriver en Guinée équatoriale, faire une grande conférence en français, mais la question posée, c'est est-ce que le message arrive? Est-ce que vraiment le message arrive à la population? Je crois que ça, c'est une question qu'on doit poser et chercher comment trouver une solution à cette question. Merci. D'accord. Alors, toujours sur le taux de bancarisation, Madame Gambi, je crois que vous avez pignon sur rue d'une certaine manière en Guinée équatoriale. Quel est le ressenti, en fait, d'une banque comme la vôtre en Guinée? Je sais qu'en Guinée, vous êtes beaucoup dans la banque du corporate, d'une certaine manière. Et quel est, de votre point de vue, l'appréciation au niveau de l'APEC, puisqu'ils ont une association, de l'évolution bancaire en particulier, mais financière en général en Guinée équatoriale? Merci, Monsieur Obiang. Vous souhaitez que je réponde en tant que filiale d'un groupe bancaire ou au nom de l'Association des sociétés de gestion? Bon, éventuellement, pour les deux, c'est un partage d'expérience, en fait, mais aussi qui peut édifier, qui peut édifier les uns et les autres sur voilà, les pistes, parce que bon, le sujet reste le même, le rôle du marché, mais dans la dynamique de croissance. Donc, on n'évoque pas forcément le marché pris à part, mais ce marché au service de l'économie et de la croissance équato-guinéenne. Et donc, je crois que le retour d'expérience d'entités ayant pignon sur rue est encore plus pertinent qu'effectivement en évoquant juste dans le cadre CEMAC de manière générale. D'accord, merci pour la question. Je pense qu'on est tous unanimes sur le fait que la Guinée équatoriale est un pays avec un énorme potentiel. Je pense que le terme potentiel est revenu à plusieurs reprises aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, monsieur le modérateur, c'était une économie basée sur l'agriculture il y a quelques années. Ensuite, il y a eu la manne pétrolière. Aujourd'hui, fortement dépendante de ces mannes pétrolières, les revenus sont en train de baisser liés au cours du pétrole. Donc, c'est une économie qui a encore le potentiel de se diversifier, de revenir déjà peut-être à l'agriculture, qui a un secteur minier encore inexploité, donc également beaucoup de potentiel à ce niveau. On a vu
tous les déploiements en termes d'infrastructures lorsque les ressources étaient à leur plus haut niveau au niveau de la Guinée équatoriale, ce qui peut également expliquer le niveau très bas d'endettement. Ils n'ont pas eu besoin de s'endetter pendant plusieurs années. Aujourd'hui, c'est un pays qui est situé sur la côte, qui a plus de 500 km² d'exposition à la mer, donc peut très bien constituer un hub régional pour la CEMAC. Il y a énormément de potentiel et qui dit potentiel dit également besoin en infrastructure, besoin de financement long. Avec son niveau d'endettement qui est très bas, je peux dire que la Guinée équatoriale, en principe, devrait présenter une bonne signature, mais il faudra envoyer tous les bons signaux au niveau du marché, faire preuve de beaucoup de transparence. Nous également, en tant qu'acteurs financiers, on devrait davantage se concentrer sur ce potentiel-là et mettre en place un certain nombre d'instruments qui pourraient aider la Guinée équatoriale justement à financer ses besoins en développement. C'est tout à fait possible, étant donné le potentiel. Mais il faudra en fait déjà réduire l'asymétrie d'information parce que, comme on l'a dit, il y a peut-être la barrière de la langue. Les autorités ou alors la population équato-guinéenne n'est pas forcément au courant de tout le potentiel que l'on retrouve également au niveau du marché financier en termes d'instruments ou d'outils financiers pour lever des financements. Ils ne connaissent peut-être pas c'est quoi la bourse, comment investir en bourse, comment utiliser ce levier-là pour financer leur économie. Donc, il y a réduit cette asymétrie d'information pour passer le bon message et dire, écoutez, on existe, on a tous les outils, toute l'expertise nécessaire pour vous donner des instruments financiers de sorte à lever des financements longs pour développer le pays, réduire justement la barrière de la langue en faisant beaucoup plus d'efforts en termes d'éducation financière ciblée, que ce soit aux institutionnels ou aux particuliers, faire des études, comme vous l'avez proposé, pour détecter en fait quel est le potentiel, quel est le niveau, quelle est la mise à niveau qu'il faut faire de sorte à ce qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et qu'on puisse, de part et d'autre, justement, mettre au service de l'un et de l'autre nos différents potentiels. Donc, en termes si je me place au niveau des banques, je pense qu'aujourd'hui, la Guinée équatoriale est un pays qui est à la recherche de financement et les banques gagneraient à s'y intéresser de plus près. Certes, les banques locales, y compris Ecobank, qui est en Guinée équatoriale, ne disposent pas de financement long, mais il y a de la structuration, des potentiels de structuration à mettre en place pour contrecarrer ce type de problème et justement l'intermédiation au niveau du marché financier de l'Afrique centrale pourrait aider dans ce sens, mais aussi au niveau du marché financier comme au niveau des sociétés de gestion, on a la possibilité de créer des outils qui permettent de drainer de l'épargne longue auprès des investisseurs à travers l'Afrique centrale et qui pourraient bénéficier à la République de Guinée équatoriale. Merci, Madame Noël. Je vais revenir sur cette notion d'outil et m'adresser à Monsieur Ernest, justement, de manière pédagogique, si vous me permettez, Monsieur Ernest, ce serait de nous dire de manière pédagogique. Alors, Monsieur Obiang, on dirait que vous êtes en mute. On a perdu le son. Oui, oui, je vois que c'est en train de tourner. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Je m'étais arrêté de manière pédagogique. Voilà, d'accord. Oui, merci. Oui, non, je disais, si vous pourriez nous présenter de manière succincte, pédagogique, comment voici X ou Y instruments financiers qui pourraient drainer X ou Y aspect de la croissance du pays pour nos auditeurs. Ok, ben écoutez, on va essayer d'être synthétique.
et pédagogique, ou pédagogue, comme vous disiez. Globalement, pour faire simple, un investisseur sur un marché financier, il a la capacité d'investir sur deux types de produits, des produits de capital et des produits de dette. Donc, des produits de capital, ça veut simplement dire qu'un investisseur a la capacité d'acheter des titres pour devenir propriétaire donc, d'une entreprise ou de plusieurs entreprises et ainsi de pouvoir, on va dire, contribuer à travers ses droits d'actionnaire à la prise de décision au sein de cette entreprise et de pouvoir en contrepartie donc bénéficier des fruits de la croissance de cette entreprise-là au travers soit des dividendes donc, que cette entreprise va lui payer, soit alors de la plus-value qu'il pourrait réaliser tout simplement parce que la valeur de l'entreprise aura cru avec les années et donc au moment de revendre son titre, il pourra réaliser une plus-value. Donc là, je viens de résumer rapidement en fait ce qu'on appelle une action. Donc une action, lorsque vous l'achetez, vous détenez un droit de propriété. Donc c'est l'équivalent un peu d'un titre foncier pour un terrain. Une action, c'est un droit de propriété, mais sur une entreprise. Et donc à hauteur de votre contribution au capital de cette société-là. Ça vous donne deux droits, plusieurs droits, notamment le droit d'assister aux assemblées générales et de voter, mais aussi le droit de percevoir des dividendes. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que l'action est généralement donc le produit le plus risqué, parce que les revenus d'une action ne sont pas garantis. Donc, il faut bien que l'auditoire le sache. Une action, lorsque vous la détenez, vos revenus dépendent en réalité des performances de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien analyser tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est règles de contrôle interne, tout ce qui est qualité de la gestion au niveau de la société en question, avant de pouvoir s'aventurer à y investir. Et nous sommes là, nous, pour apporter du conseil aux différents investisseurs au moment où ils procèdent à leur achat. Donc, action égale droit de propriété. À côté de ça, comme je disais, l'investisseur a également la capacité d'investir donc sur des produits de dette. Donc, des produits en réalité qui représentent simplement donc un droit de créance vis-à-vis de l'émetteur auprès de qui il les a achetés. Donc, c'est ce qu'on voit donc souvent à travers des obligations. Donc, des obligations peuvent être émises par des entreprises, par des États, par des institutions supranationales. Vous verrez bien que tout à l'heure, je n'ai pas parlé d'État lorsqu'on parle d'une action, tout simplement parce que un État, il n'a pas de capital à partager au niveau des investisseurs. Donc, un État, généralement, lui, vient plutôt chercher de la dette. Donc, une obligation, lorsque l'investisseur l'achète, il détient donc un droit de créance sur l'émetteur parce que, comme son nom l'indique, obligation, l'émetteur, en fait, est obligé de lui rembourser le capital et les intérêts tels que cela a été défini au sein du document d'information ou du prospectus, comme on appelle généralement. Donc, l'obligation est un produit un peu moins risqué, ou plutôt moins risqué, puisque peu importe que l'État ou l'entreprise performe bien ou mal, il y a cette obligation de remboursement-là qui pèse sur l'émetteur. Et généralement, l'obligation paye un taux d'intérêt, alors sur notre marché généralement fixe, où l'investisseur est capable de prédire avec plus ou moins de certitude les gains qu'il pourrait réaliser dans le futur au cas où il conserve l'obligation jusqu'à maturité. Ce qui n'est pas le cas pour une action. Une action, vous ne savez jamais combien elle va vous payer exactement au moment où vous l'achetez. Donc, j'ai résumé action, obligation. Et enfin, donc, vous avez donc les produits de gestion collective qui sont proposés notamment par les sociétés de gestion. Donc, en fait, un produit de gestion collective, il consiste simplement à mutualiser en fait son épargne au sein donc ce qu'on appelle généralement un fonds commun, ce que nous avons dans notre zone. Il y a d'autres produits, mais généralement, ce qu'on a dans notre zone, c'est des fonds communs. Donc, vous venez et vous investissez avec d'autres personnes
dans un panier qui est donc géré par un professionnel. Donc, vous n'avez pas forcément à vous poser la question tous les jours de savoir quelle action, quelle obligation je choisis. Le professionnel, c'est son travail. Il le fait, il scrute les marchés tous les jours à la recherche des meilleures opportunités. Et donc, comme je le disais précédemment, cela permet à des personnes qui sont novices ou même alors qui souhaitent simplement, parce qu'il arrive que des institutionnels, on va dire, avertis, souhaitent déléguer en réalité la gestion de leur portefeuille à un professionnel parce qu'ils souhaitent se focaliser sur autre chose, sur des marchés matures, par exemple comme le Maroc. Nous sommes filiales d'un groupe marocain. Donc, lors de mes voyages réguliers au Maroc, j'ai pu observer que pas mal d'institutionnels aujourd'hui ne gèrent plus en direct leur portefeuille d'instruments financiers. Ils le délèguent simplement à des gestionnaires d'actifs qui en assurent la gestion et la rentabilisation au quotidien. Donc, pour résumer, un investisseur donc, peut souhaiter être propriétaire d'une entreprise, donc il achète une action. Un investisseur peut souhaiter être créancier ou prêteur vis-à-vis d'une entreprise, d'un État, d'une institution. Il achète des obligations. Un investisseur peut souhaiter donc aussi simplement ne pas avoir à se poser 10 000 questions et investir dans des solutions qui sont packagées en fait par des sociétés de gestion d'actifs et acheter donc des parts de fonds communs de placement et laisser complètement le gestionnaire d'actifs faire le job. Voilà vraiment en résumé, hein, je n'ai pas la prétention d'avoir tout décrit, mais vraiment, on va dire le basics sur les produits au sein desquels un investisseur peut investir sur un marché financier. Merci, merci. Merci beaucoup, Monsieur Ernest, pour cette présentation très, très, très pédagogique, il faut le dire. Vous êtes même allé dans le détail en réalité, puisque vous évoquez effectivement le distinguo entre les actions et les obligations. Donc, je vais reprendre une question qui est posée. Je pense que c'est une question qu'il faudrait poser que je vais poser à Madame Gombi. Qu'en est-il des PME? On sait, si vous avez des informations par rapport aux PME, est-ce que de votre expérience sur le marché guinéen en particulier, mais peut-être CEMAC en général, de votre expérience, est-ce que les PME sont très actives sur l'utilisation des instruments financiers? Merci pour la question. Je dirais pour le moment non. Il faut savoir qu'aujourd'hui, du moins au 31 décembre 2023, l'ensemble du marché financier comptait, en ce qui concerne la gestion collective, un peu moins de 2000 comptes. Donc là, on parle d'une zone CEMAC qui a une population de 60 millions d'habitants et seulement 2000 sont investisseurs sur le marché financier. C'est très bas. Là-dedans, les 80%, ce sont les institutionnels en termes de volume et le reste, ça inclut justement les particuliers et PME, etc. Donc, elles ne sont pas encore suffisamment actives sur le marché financier, que ce soit en termes d'investisseurs ou en termes d'émetteurs. Mais on va dire que les chantiers sont en cours. Les dispositions sont en train d'être prises pour justement encourager ce segment-là à plus s'intéresser au marché financier. Déjà au niveau des investisseurs, au niveau de la gestion d'actifs également, on essaie de vulgariser les produits d'épargne salariale, c'est-à-dire de permettre à tout un chacun de pouvoir se constituer une retraite confortable et avec des cotisations qui sont pas du tout du bon, qui sont démocratiques, qui sont abordables, accessibles à tout le monde, de sorte qu'aujourd'hui, même au niveau de la PME, que ce soit l'entrepreneur, etc., qui puissent déjà se mettre de côté une petite épargne, 1000 francs, 2000, il y a des fonds communs de placement qui sont accessibles à partir de 1000 francs CFA, et gérer, comme l'a dit M. Poué, par des professionnels, de sorte à ce que ces personnes-là puissent se mettre de côté une épargne retraite, une épargne salariale.
Donc ça, c'est côté investisseur. Donc on essaie vraiment de démocratiser tout ce qui est produits financiers. C'est accessible à tout le monde via la bourse directement, mais également via les gestionnaires d'actifs qui essayent encore de vraiment splitter, de réduire au maximum l'investissement initial pour pouvoir accéder à ces produits financiers. Tout à l'heure, M. Pou a parlé des différents, des actions, des obligations, des fonds communs de placement. Comme je disais tantôt, on a aujourd'hui une innovation sur le marché, c'est des fonds communs de placement immobiliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être propriétaire d'un portefeuille d'immeubles, mais avec un investissement minimum. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être millionnaire par centaine pour vous construire un immeuble. Aujourd'hui, avec des fonds communs de placement immobilier, un gestionnaire d'actifs peut acquérir un certain nombre de biens immobiliers et les revendre en petits parts, revendre le fonds en petits parts, de sorte que tout le monde puisse profiter des rendements que l'on retrouve dans le secteur immobilier. Maintenant, en tant qu'émetteur, il me semble que la Bourse des valeurs mobilières est en train de vouloir mettre en place un compartiment PME qui va permettre aux PME justement de lever les fonds au niveau de la bourse pour financer leur développement. Et comme je disais également, au niveau de tout ce qui est fonds communs de placement, on a également du capital investissement qui est aujourd'hui encadré. Donc, il est possible pour des sociétés de gestion de créer des fonds communs, des sociétés en capital investissement, c'est-à-dire aller chercher l'argent auprès des investisseurs et l'investir dans les PME qui ont besoin de financement, dans plusieurs PME, donc dans un portefeuille de PME qui ont besoin de financement pour grandir. Donc, c'est en cours. D'accord, c'est noté. Merci, Madame Noël. C'est vrai qu'avec à peu près plus de 130 millions d'habitants sur l'Afrique centrale, simplement 2000 comptes, ça paraît un peu léger, effectivement. Alors, donc, je vais prendre, je voudrais laisser la parole à M. Salvador, qui, je crois, avait un message qu'il souhaitait faire passer en espagnol. Je ne sais pas s'il a, sur sa difficulté, il a pu régler son souci Internet pour que je puisse lui laisser la parole sur ce point. Sinon, je vais enchaîner avec une autre, et je crois, dernière question, vu le temps, vu le délai imparti. Monsieur Salvador, est-ce que vous êtes là? Allô, monsieur le secrétaire? Alors, je crois que définitivement, monsieur Salvador ne peut se connecter. Alors, je vais poser, moi, une dernière question à chacun des acteurs, en commençant peut-être par monsieur Pou. Après, je laisserai la parole à monsieur Pascal et honneur aux dames, on laissera madame Noël répondre en dernier sur ce point. Voilà, la question était de savoir dans quel rôle les institutions financières, notamment la COSIMAF, peuvent jouer dans le développement de ce marché et encore une fois, toujours avec un focus sur la Guinée équatoriale. Quel rôle vous pensez qu'à date vous pourriez apporter, Monsieur Bourreau, de votre position, notamment par rapport au type d'activité que vous menez pour la dynamisation de cette économie en Guinée équatoriale? Nonobstant les aspects de vulgarisation, effectivement, où je crois comprendre que vous êtes disponible pour accompagner, vous me permettrez de m'avancer pour vous. Voilà, donc quel autre aspect, sur quel autre axe vous pensez apporter votre expertise pour aider à la dynamisation du marché en Guinée équatoriale? Merci, monsieur le modérateur. On dirait que vous me tendez un piège parce que vous avez avancé l'un des premiers éléments que je comptais mentionner dans mon propos. Mais c'est plutôt une bonne chose parce que je pense que bon, on dit tout le temps la même chose, éducation, éducation, éducation. Je pense que bon, on va pas revenir dessus. Bien évidemment que voilà, il y a un travail d'éducation à faire au niveau de la zone qui n'est pas propre seulement à la Guinée équatoriale, mais sur l'ensemble de nos pays.
que ce soit au niveau des investisseurs, mais aussi il faut insister au niveau des émetteurs, aussi que les entreprises et les institutions sachent qu'il n'y a pas que la banque auprès de qui on peut aller chercher des financements, mais il y a un canal qui est le marché financier, qui peut être un superbe pourvoyeur de capitaux lorsqu'il est bien exploité. Je pense qu'on parle beaucoup des investisseurs, éduquer le grand public, mais je pense que peut-être même les émetteurs ne sont peut-être pas eux-mêmes assez sensibilisés sur le sujet. C'est d'ailleurs le lieu également de souligner que, comme on le disait en début de propos, la Guinée équatoriale n'a aujourd'hui aucun encours de dette obligataire sur le marché financier, donc il y a peut-être déjà un travail à faire à ce niveau, aller rencontrer les autorités de Guinée équatoriale pour les pousser à venir davantage se financer sur le Monsieur Pou, je crois que Monsieur Pou a un souci Internet de son côté maintenant. Bon, on pourra toujours revenir sur Monsieur Pou. Monsieur Pascal, donc quel rôle peut jouer la COSUMAF dans le développement du marché financier? Je pense qu'on laissera la parole en dernier à Monsieur Salvador sur ce point-là. Oui, je sais bien, merci. Pour nous répéter la même chose que j'ai déjà dit et la même chose que mon collègue vient de dire tantôt. Moi, je pense que quelqu'un entre nous a dit ici que quelqu'un qui parle de développement d'un marché financier parle directement du besoin d'investisseurs ou de l'investissement. Je pense que nous tous sommes d'accord qu'il y a un potentiel. Peut-être le travail que la COSUMAF a fait jusqu'à date d'aujourd'hui n'est pas suffisant, mais je pense qu'ils sont déjà en route. Ils ont commencé. Il faut continuer à animer le marché à travers de la sensibilisation, comme nous tous parlons tout à l'heure là. Je crois qu'ils sont déjà en route, mais ce qui est important, je crois, c'est que, comme quelqu'un a dit, il faut avoir une stratégie sectorielle par pays, parce que la situation n'est pas la même dans tous les pays de la CEMA. C'est vrai, bon, c'est bon d'avoir les stratégies sous-régionales qui vont déjà, mais il faut chercher, je pense, il faut chercher une stratégie sectorielle par pays qui peut répondre aux besoins particuliers de l'économie de chaque pays de la sous-région. Mais moi, je pense que la COSUMAF est déjà en route. Et simplement qu'il faut, donner une appui à la COSUMAF pour continuer à animer le marché, pour continuer à faire son travail. Mais dans ce travail, la sensibilisation, la vulgarisation est clé. Je crois que nous tous sommes d'accord que la vulgarisation est clé. Peut-être il faut changer de la façon. Moi, je pense qu'il faut être agressif. Par exemple, la Guinée équatoriale, comme je disais, la barrière de la langue est là, mais la stratégie de vulgarisation des connaissances du marché financier doit être agressif. Je vais m'arrêter là. Merci, monsieur Pascal. Alors, juste avant que Madame Noël n'intervienne, je pense qu'on va redonner la parole à Monsieur Pou qui a été déconnecté. Monsieur Pou, si vous vouliez conclure sur ce point. Oui, merci, monsieur le modérateur. Donc, rapidement, je voulais simplement dire qu'effectivement, l'un des rôles clés que nous pouvons et que nous devons jouer, c'est d'être force de proposition pour permettre de faire avancer les réglementations. Donc, on a commencé sur la partie texte réglementaire au niveau du marché. Mais je pense qu'au niveau des États, il y a des choses à faire. Il faut, par exemple, proposer à des États des régimes spécifiques, par exemple sur les retraites, de créer un cadre réglementaire et une fiscalité, en réalité, c'est ça le sujet, une fiscalité attractive qui puisse permettre aux investisseurs
d'avoir on peut dire, une motivation supplémentaire pour ramener leur épargne vers le marché financier. S'il faut prendre effectivement, encore une fois, l'exemple du Maroc, ce sont des pays, par exemple, qui ont adopté des fiscalités incitatives il y a des années, permettant à des investisseurs, personnes physiques notamment, de bénéficier d'exonérations fiscales lorsqu'ils investissent leurs revenus sur des produits d'épargne à partir de 10 ans. Donc ça permet justement de créer un marché de l'épargne longue qui ensuite peut être redirigé vers le marché financier. Il y a également le même travail à faire au niveau des incitations à accorder aux entreprises pour la mise en place, par exemple, de plans de retraite au niveau, on va dire, avec leurs salariés. Également leur accorder des avantages fiscaux, etc., pour qu'ils puissent être motivés à construire avec leurs effectifs des plans de retraite auxquels ces entreprises-là pourraient elles-mêmes contribuer et ainsi créer ce marché de l'épargne longue qui est en fait ce qui nous manque cruellement aujourd'hui. Donc, nous devons travailler de concert à nos associations professionnelles, sociétés de bourse, sociétés de gestion, COSUMAF, BVMAC, avoir des sessions de travail avec les différents États, mais aussi au niveau de la communauté, pour pouvoir faire évoluer justement ce... Comment dire? Alors, je crois qu'on a encore été interrompu avec Monsieur Boueux. Alors, Monsieur Salvador, juste pour préciser, hein, nous avons convenu on allait vous donner la parole justement pour pouvoir vous exprimer tout à l'heure. Je vais juste simplement laisser Madame Gombi apporter voilà, ses commentaires sur la question sur les acteurs et leur rôle pour la dynamisation de l'économie guinéenne. Après, éventuellement, on pourra vous laisser faire à la fois le mot de fin, mais également partager votre message en espagnol. Voilà, Madame Gambi. Merci, Monsieur Aubien. Je pense que les copanélistes ont déjà évoqué un bon nombre de points. Pour ajouter, je pense que sur ce marché de la CIMAC, on a besoin d'avoir des synergies un peu plus fortes pour pouvoir capitaliser sur le marché financier. Donc, ce que nous, par exemple, on attendrait, nous, les sociétés de gestion du régulateur, de la COSUMAF et de tous les autres régulateurs, c'est de pouvoir se mettre ensemble pour travailler à ce qu'on puisse développer nos marchés. Donc, par exemple, la COSUMAF, la CIMA pour les assurances, la CIPRES pour les organismes de prévoyance, la COBAC, notamment pour les établissements de paiement, devraient pouvoir s'asseoir et travailler ensemble pour mettre en place un certain nombre d'initiatives en vue de collectivement drainer l'épargne qui est disponible sur le marché en proposant des produits hybrides, pourquoi pas, qui puissent répondre à des besoins bien ciblés, s'associer par exemple aux microfinances pour atteindre l'épargne qui se trouve, la micro-épargne, comme on dit, s'associer aux opérateurs de mobile money également pour pouvoir drainer la micro-épargne, aux compagnies d'assurance qui ont du potentiel, qui arrivent à lever des fonds, mais qui ne sont pas compétitifs sur le moins, qui ont besoin de diversification, elles aussi, pour pouvoir drainer beaucoup plus d'épargne au niveau de l'assurance vie ou de l'assurance non-vie. Il y a des synergies qui pourraient éventuellement être mises en place pour que collectivement, on arrive à adresser le marché, à adresser les besoins du marché et à drainer suffisamment d'épargne pour répondre aux besoins de développement de nos économies. Donc, voilà, Monsieur le modérateur, merci. Merci, Madame Noël. Alors, Monsieur Salvador, donc, je vais vous laisser le mot de fin d'une certaine manière. Je vais vous laisser partager votre message et également, d'une certaine manière, donner le mot de fin en répondant à la question. Comme ça, parce que je crois que nous avons dépassé de 5 minutes le délai qui était imparti. Et donc, voilà. Je vous laisse compléter, vous exprimer en espagnol et nous partager votre sentiment du point de vue de la COSUMAF sur les acteurs et leur rôle pour la dynamisation du marché.
Ok, merci, monsieur. Bien, j'espère que je finirai au moins de dire quoi que ce soit avant que le courant à l'Internet se coupe. Je passais toute ma matinée à me connecter et avant même de pouvoir suivre, ça repartait à nouveau. Donc, d'abord, merci, Madame pour d'avoir fait même le rôle de la COSUMAF dans ce panel. Merci beaucoup. Et toutes mes excuses aux panélistes et à tous ceux qui nous suivent en ligne. Ce que je voulais donner comme message, parmi d'autres que j'avais préparé pour ce webinaire, ça concerne plutôt les acteurs économiques équato-guinéens. Dans la majorité, ne parlent pas, ils parlent le français, mais vraiment un peu limité. Donc, je voulais leur dire que le rôle de la COSUMAF, c'est un rôle qui est très important, un rôle de régulateur, afin que le marché financier de notre sous-région puisse se dérouler dans les normes et garantir l'activité financière de notre sous-région. Dans la COSUMAF, le régulateur, il a plusieurs rôles. À part la COSUMAF, il y a d'autres institutions, d'autres structures centraux qui participent dans cette entreprise, si je peux l'appeler comme ça. Mais concernant la COSUMAF, le superviseur a la fonction de réguler le marché financier. Donc, eh, para los actores económicos de la República de Guinea Ecuatorial, todos los que participan, ya sean latinos como otros que hablan el castellano y que tienen el interés de ver el mercado ecuatoriano, que tiene una potencialidad importante, el regulador, que es la Comisión Financiera de los Mercados de África Central, tiene el papel de regular, de dar las estructuras jurídicas para mejorar, garantizar la intervención, la inversión en la zona del África Central, poniendo así una estabilidad en el mercado. La COSUMAF tiene otro papel, que es el papel de promocionar la transparencia en las actividades económicas que se vayan a hacer en las transacciones, tanto en la bolsa como en las otras empresas que estamos intentando incorporar en el mercado financiero de África Central. Entonces, el papel de la COSUMAF, aparte de en esa promoción y la transparencia, vela a garantizar a que el inversor que pueda intervenir en la zona nuestra tenga la garantía de que su capital estará en buenas manos, no entra en riesgos inoportunos. De tal forma que el mercado de África Central, como sabemos todos, además los inversores lo saben, nuestra zona es una zona muy rica. Ay, se me ha ido la luz, hein? Le courant est encore coupé. Je ne sais pas si je finirai de parler, Non, mais mais je on va continue quand même. s'adapter. On vous entend, on va Ok. s'adapter. Seguimos. Entonces, el regulador, la COSUMAF, tiene parte de ese papel que es de la estabilidad y la garantía en la zona. Tenemos la obligación de desarrollar los instrumentos financieros que tenemos. En ese rollo, en ese dominio, tenemos una gran la educación financiera a todos los actores, cómo intervenir, cuáles son las normativas jurídicas, cuáles son los participantes que es muy poco conocido y al un miedo Ah, Monsieur Salvador, je sens effectivement de tal forma que hoy
Allô, Monsieur Salvador? Oui, je- Oui, je crains malheureusement qu'effectivement l'Internet aujourd'hui à Brazza est très difficile parce que nous vous entendons de manière entrecoupée. Nous entendons la quintessence de votre message de manière entrecoupée et je me demande si je- nous ne pourrions pas voir avec One Africa par la suite comment partager votre message sur la page LinkedIn, par exemple. Je pense que ça peut être utile, d'autant on pourrait éventuellement également traduire ce message. Oui, oui, on peut très bien faire ça, Monsieur Davy. Donc, je vais entrer en contact avec Monsieur Salvador après la webconférence et on va essayer de partager son message via notre page LinkedIn ainsi que la page LinkedIn de la Côte du Mat, je pense. Voilà, oui, voilà, je pense que ça, ce serait bien parce que... Donc, Monsieur Salvador, vraiment, vous nous excuserez parce on a bien compris hein, que c'est un souci technique. On n'aura pas pu bénéficier de toute la quintessence de votre message sur le sujet. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que ce n'est que partie remise. L'ensemble des panélistes ont bien insisté sur la nécessité de vulgarisation. Et donc, cette communication qui sera faite par la suite ne fera que participer à cette logique de vulgarisation. Pour ma part, je me permets encore une fois de remercier les différents panélistes, Monsieur Pou, Monsieur Pascal et Madame Ngambi, pour les éclairages qui ont été apportés ici, en gardant vraiment à l'esprit cette particularité non, autant il faut communiquer sur les difficultés de manière globale au niveau de la CEMAC, autant il serait plus intéressant pour que ce soit peut-être encore plus efficient pour chacun des États de faire des études sectorielles, de faire des études et mettre en place des stratégies sectorielles, comme l'a évoqué M. Pascal. Donc moi, je vais m'arrêter sur ces mots, tout en remerciant également One Africa Forum. Mais avant tout, peut-être demander à l'un des panélistes présents s'il souhaite rajouter un dernier mot avant de redonner la parole à One Africa. Je vois qu'on a débordé de 13 minutes. Je pense c'est pas très, très dramatique. Donc, est-ce que Monsieur bien. voilà, un des panélistes qui m'accompagnait souhaiterait rajouter un dernier mot? Je commencerai par Monsieur Pascal. Oui, monsieur Obiang. Le seul mot que je peux ajouter ici, c'est que, comme je l'ai dit dans mon intervention, c'est aux acteurs du marché financier de la CEMAC, les sociétés de bourse et la COSUMAF elle-même, les sociétés de bourse et les sociétés de gestion pour faire un peu d'effort pour envoyer les messages en espagnol. Fais un peu d'effort pour que le message en Guinée équatoriale puisse arriver en espagnol. Parce que c'est bien de le faire en français comme à date d'aujourd'hui, mais ça serait bien si l'effort est fait, puisque cette vulgarisation comme par peut arriver le message en espagnol. Merci. D'accord, merci, Monsieur Pascal. Monsieur Pou, vous souhaitez rajouter quelque chose? Non, non, honnêtement, rien de particulier. Alors, désolé, j'ai été éjecté 2 fois de la conférence, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tout ce que je pourrais dire, ce sera peut-être redondant. Le travail d'éducation, il reste très important à faire au niveau de notre zone. On a bien noté, il faudrait peut-être que nous prenions des cours d'espagnol collectivement sur, sur la zone pour aller... Alors moi, je suis un très mauvais exemple, hein, parce que je suis né à Madrid, mais je parle très mal l'espagnol. Mais peut-être qu'il faudrait que En collectivement, plus, on hein. essaye de lever. En plus, Il hein. faudrait qu'on essaie de lever cette barrière-là pour essayer d'avancer. Mais bon, c'était une petite touche d'humour. Non, non, juste que voilà, nous devons collectivement continuer le travail d'éducation financière sur l'ensemble de notre zone. Et comme je le disais, vraiment travailler à être force de proposition au niveau de nos États pour faire évoluer les cadres réglementaires et permettre à des produits nouveaux d'émerger pour aller vraiment chercher l'épargne là où elle est. Donc, voilà ce que je peux dire en conclusion.
Merci, monsieur Pour. Madame Gombi, juste avant que monsieur Salvador ne reprenne la parole et nous conclue. Oui, juste très rapidement, juste pour compléter, nous sommes disponibles. J'espère que l'audience qui nous a suivis aujourd'hui a trouvé un peu d'intérêt au marché financier. Nous sommes les acteurs du marché tous disponibles justement à répondre à toutes les questions, à les orienter en ce qui concerne leurs besoins en investissement ou leurs besoins en financement, et que nos contacts sont disponibles sur le site de la COJUMAF. Il suffit de se connecter et tous les contacts sont disponibles des 15 sociétés de gestion et de la vingtaine de sociétés de bourse. Donc, à leur convenance, ils peuvent prendre attache avec l'une ou l'autre des sociétés pour avancer dans leur parcours d'investisseur ou leur parcours d'émetteur. Merci. Merci, Madame Gombi. Donc, monsieur Salvador, je vous redonne la parole pour le mot de clôture, le message et le mot de clôture. Ok, merci beaucoup, Monsieur Obiang. Et encore une fois, mes excuses à tous les panélistes, à tous les participants au webinaire. Et je suis vraiment désolé que je n'ai pas pu intervenir activement, mais ceci dit, informer tous ceux qui ont participé que toutes les questions et tous les points que nous avons abordés dans ce webinaire seront mis en ligne et les gens pourront consulter ces réponses et tous les points, y compris les points que je voulais aborder. Informer maintenant que actuellement pour l'éducation financière, je ne suis pas très d'accord avec Pascal parce que aller dans le sens de faire des messages en espagnol, certes, ça pourrait résoudre des problèmes ponctuels, mais il faut absolument aussi que les uns et les autres se mettent réellement au pas, parce que revenir à dire qu'il faut traduire tous les textes, tous les contextes en espagnol, ça reviendra à dire que la Guinée équatoriale ne s'intégrera pas au français. Or, je suis sûr, comme vous-même, que vous avez été à Malabo, au moins 80% des fonctionnaires en Guinée équatoriale parlent français, au moins 60% sont des francophones. Donc, il va falloir qu'on fasse tous les efforts. Il n'y a pas que la COSUMAF, il n'y a pas que les acteurs du marché, il y a aussi l'autorité monétaire équatoriale qui doit s'impliquer. Et Pascal, vous êtes le commissaire de la Guinée équatoriale, représentant de la Guinée au sein de la commission, au sein de la COSUMAF. Donc, ensemble, tous, on pourrait faire quelque chose. Mais la COSUMAF, en ce moment, ça c'est une information, nous avons, à part de ces webinaires qui seront faits pendant 6 mois, un webinaire par pays, par mois, pendant 6 mois. Nous avons cette semaine initié, ce matin même, la semaine de l'investisseur qui a été différée par rapport aux dates qui se faisaient habituellement. Là, ce matin, on a démarré à Yaoundé, à Bangui et à Brazzaville où je me trouve. Mais je devais donc finir ce webinaire plus le CNEF, la réunion de CNEF qui s'est déroulée en parallèle avec vous. Donc, la COSUMAF est en train vraiment de faire des efforts accompagnés par tous les acteurs du marché qui participent activement dans cet effort afin que notre sous-région puisse avoir la culture boursière et participer, et à nos autorités de faire comprendre que, je dis simplement en langage simple, s'endetter en monnaie locale, ça coûte moins cher que s'endetter en devise. Tant que nous n'avons pas compris cela, on aura des difficultés. Et même si il ne faut pas non plus qu'on arrive à avoir des levées de fonds qui vont arriver à avoir des problèmes. Nous avons, la COSUMAF passe par le mauvais rôle, le rôle de gendarme. Nous avons des tensions qui se font entre les émetteurs et nous-mêmes parce que si on se laisse aller, on va arriver à des vraies situations compliquées dans très peu de temps. Donc, même l'année prochaine, certains pays pourront déjà avoir des difficultés. Donc, nous sommes obligés à essayer d'encadrer, même si on nous taxe de trop difficile. Je me rappelle que le webinaire, jusque la législation que la COSUMAF est en train de mettre, ce cadre juridique devrait être assoupli. Or, ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est plutôt qu'on doit s'adapter. Africaine, en général, n'a pas confiance au système bancaire, encore moins au système financier.
Donc, c'est à nous d'aller vers eux. Et oh là là, je crois que c'est en train de finir le webinaire. Bon, je remercie tout le monde, tous les participants, et vous disant que la COSUMA va continuer dans cet effort, et merci aux panélistes qui nous ont accompagnés, qui ont vraiment fait un rôle remarquable. Donc, merci beaucoup, Madame Gambi, Monsieur Boué, et vous-même, Monsieur Obiang. Remercions aussi ONAFRICA qui nous accompagne dans cet effort. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Salvador. Merci à tous les panélistes. Je redonne la parole donc à One Africa pour clôturer. Merci, Monsieur David. Je remercie tous les panélistes qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Et comme a dit Monsieur Salvador, tous les panélistes qui nous ont accompagnés tout au long de la première édition de la COSUMA Focus du mois de novembre. Alors aujourd'hui marque la clôture de la première édition de cette série. Et moi, je vous donne rendez-vous à la COSUMA Focus décembre qui va commencer à partir du 16 décembre. Donc, je vous invite à suivre nos pages LinkedIn ainsi que la page LinkedIn de la COSUMA pour ne pas rater les prochains thèmes et les liens de connexion. Je vous remercie, je remercie aussi notre audience qui ont suivi les panélistes et qui ont interagi avec leurs questions. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous remercie une autre fois et je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir à tous. Merci, à bientôt. Bon début de semaine. Merci.